Bubbles présente, interview du Dr Neruda, alias Dr Anderson, sur le projet Flèche Antique, partie 2. Anne, j'écoute ces explications et je pense en comprendre même une partie, mais cela me semble si surréaliste Dr Anderson. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens à l'instant. C'est tellement étrange. C'est si gros, si énorme, je ne peux pas croire que ça se passe ici même sur cette planète. Avant cette interview, je me tracassais pour l'équilibre de mon compte chèques et me demandais quand ma fichue voiture serait réparée. C'est vraiment trop étrange. Dr Anderson, nous ferions peut-être bien de refaire une pause et de faire chauffer notre café. Anne, d'accord pour une pause café. Pause d'à peu près 10 minutes reprise de l'interview. Anne, si le groupe du labyrinthe a 4 de ces 5 technologies prêtes à fonctionner, et n'attend plus que la partie interactive, ils doivent avoir des modèles de scénarios et des points d'intervention déjà établis sur la façon dont ils comptent s'occuper de cette race extraterrestre, n'est-ce pas? Dr Anderson, oui. Ils ont à peu près 40 modèles de scénarios et peut-être 5 à 8 points d'intervention définis. Anne, et s'il y en a autant, ils ont certainement établi une priorité. Quel est le modèle de scénario le plus probable? Dr Anderson, je serai bref sur ce point-là car il s'agit d'informations très confidentielles dont seul le personnel 14X et 15 ont connaissance. Je suis classé 12X, aussi n'ai-je accès qu'à des rapports succincts et je risque d'être mal informé en ce qui concerne le modèle de scénario. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons beaucoup d'informations sur cette race, grâce aux prophéties ainsi qu'à notre technologie. Nous savons par exemple qu'elle vient d'une galaxie qui a été examinée en détail par notre télescope Hubble, et pour laquelle nous avons effectué tous les relevés possibles. Nous savons qu'elle est à 2,6 millions d'années-lumière et qu'il s'agit d'une race synthétique, un mélange de création génétique et de technologie. Cette espèce fonctionne comme une ruche, mais l'initiative individuelle y est appréciée tant qu'elle s'inscrit dans les objectifs explicites de ses dirigeants. Comme il s'agit d'une race synthétique, il est possible de la produire dans un environnement contrôlé, et d'augmenter ou de diminuer sa population selon les caprices des dirigeants. Anne, ne venez-vous pas de dire qu'elle vient d'une galaxie qui se trouve à 2,6 millions d'années-lumière? En supposant qu'ils puissent voyager à la vitesse de la lumière, il leur faudrait 2,6 millions d'années pour arriver jusqu'à notre planète. Or, vous avez dit précédemment qu'il ignorait encore l'existence de la Terre, pour l'instant, n'est-ce pas? Dr Anderson, le Cortéum vient d'une planète qui est à 15,000 années-lumière, et pourtant ils peuvent aller et venir entre leur planète et la nôtre pendant le temps qui nous est nécessaire pour aller jusqu'à la Lune, à 250 000 miles de distance. Ni le temps ni l'espace ne sont linéaires. L'espace est courbe, comme l'ont récemment découvert vos physiciens, mais il est possible de le courber de façon artificielle par déplacement de champs énergétiques qui déforment l'espace et l'illusion de la distance. Les particules de lumière n'ont pas d'incidence sur l'électricité. Elles suivent une ligne linéaire à travers l'espace. Mais il existe des types d'énergie électromagnétique qui peuvent modifier ou déformer l'espace. Grâce à ce genre de technologie, non seulement le voyage spatial, même intergalactique est possible, mais de plus, il est relativement aisé. Anne, pourquoi dites-vous vos physiciens? Dr Anderson, je suis désolé. Cela fait partie de mon conditionnement, du fait d'être isolé de la société en général. Quelqu'un qui fonctionne pendant 30 ans dans une organisation secrète telle que le du labyrinthe, a tendance à considérer que ses compagnons humains, ne sont pas ses compagnons humains mais sont quelque chose d'autre. Les principes scientifiques du groupe du labyrinthe sont très différents de ceux qui sont enseignés dans vos, je recommence.
dans nos universités. Je dois être fatigué. Anne, je ne voulais pas vous critiquer. Je parlais simplement de la façon dont vous l'avez dit, cela semblait être les paroles d'un étranger ou de quelqu'un de l'extérieur. Dr Anderson, je suis quelqu'un de l'extérieur mais certainement pas un étranger. Anne, d'accord. Revenons à cette prophétie, ou cette race étrangère. Que veulent-ils? Pourquoi parcourir une telle distance pour gouverner la Terre? Dr Anderson, je trouve votre question plutôt amusante. Ne m'en voulez pas si je ris. Les humains ne comprennent pas tout ce que la Terre peut avoir de particulier. En ce qui concerne les planètes, il s'agit véritablement d'une planète tout à fait à part, dotée d'une formidable biodiversité et d'une gamme complexe d'écosystèmes, disposant de ressources naturelles uniques et abondantes. C'est une bibliothèque génétique qui équivaut à un zoo galactique. Les étrangers qui viennent souhaitent s'approprier cette planète et l'ajouter à leur projet de colonisation. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une race de synthèse, une espèce qui peut produire ses propres clones et fabriquer au fur et à mesure toute la population nécessaire à son programme de colonisation. Mais ils souhaitent une plus grande diversité et la Terre sera pour eux un moyen de se diversifier. Anne, alors, où sont-ils actuellement? Dr Anderson, je suppose qu'ils sont dans leur monde d'origine. À notre connaissance, ils n'ont pas encore franchi notre galaxie. Anne, et comment la CIO et le groupe du labyrinthe sauront-ils quand ils arrivent? Dr Anderson, comme je l'ai dit précédemment, la CIO a déjà recueilli une quantité importante de données, et a même sélectionné des scénarios et des points d'intervention. Anne, quel est le plan d'action? Dr Anderson, la démarche la plus logique serait de voyager dans le temps et le lieu d'où est née la pensée causale pour explorer la Voie lactée, et de l'extirper de la mémoire raciale par la technologie MRP. De les convaincre que parmi toutes les merveilleuses galaxies où la vie existe, la Voie lactée n'est pas le meilleur choix. Le groupe du labyrinthe implanterait une mémoire qui amènerait cette race à la conclusion que notre galaxie ne vaut pas la peine d'être explorée. Anne, alors, il ciblerait sur une autre galaxie. Ne serions-nous pas responsables de leur prochaine conquête? Ne sommes-nous pas nous-mêmes criminels? Dr Anderson, c'est une bonne question, mais je crains de ne pas connaître la réponse. Anne, pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser la technologie MRP simplement pour implanter une mémoire non agressive afin de dire à cette race d'arrêter de coloniser de nouveaux mondes qui ne leur appartiennent pas et qu'ils ne peuvent posséder? Pourquoi ne pourrions-nous pas faire cela? Dr Anderson, nous le ferons peut-être. Je ne sais vraiment pas ce que 15 envisage mais, j'ai confiance en sa démarche, et je ne doute pas de son efficacité. Anne, mais vous disiez tout à l'heure que vous craigniez pour votre vie. Que 15 est sans doute sur votre piste au moment même où l'on parle. Pourquoi faites-vous tant confiance à son sens moral? Dr Anderson, en ce qui concerne 15, la question de moralité n'entre pas en jeu. Il a son éthique personnelle, et je n'irai pas dire que je le comprends tout à fait. Mais je suis sûr qu'il a pour mission d'empêcher cette race de prendre le pouvoir, et je ne doute pas qu'il choisira la meilleure mesure d'intervention, celle qui aura le moins d'impact sur l'ensemble des espèces de cette race. C'est la seule façon dont il peut obtenir la BST. Anne, nous revenons encore à Dieu, n'est-ce pas? Dr Anderson, oui. Anne, donc Dieu et 15 ont pensé à tout. Dr Anderson, et il n'y a pas d'alliance entre 15 et Dieu, pas à ce que je sache. Cela fait partie du système de croyances formalisé par le groupe du labyrinthe dans le cadre du développement de BST. Il nous paraît logique que Dieu est tout-puissant, et connaît tout car il agit en tant que champ de l'esprit universel qui est en tout
toute vie, tout temps, espace, énergie, et toute existence. Cette conscience est impartiale mais peut certainement refuser des choses ou plus précisément retarder leur acquisition. Anne, si comme vous l'affirmez Dieu existe partout, pourquoi n'arrête-t-il pas cette race en maraude pour la contraindre à rester à sa place? Dr Anderson, là encore c'est une bonne question, mais je ne peux y répondre. Je peux simplement vous dire, comme je l'ai dit précédemment, que le Dieu auquel je crois est impartial, c'est-à-dire qu'il permet à sa création de s'exprimer comme elle le souhaite. Au plus haut niveau où Dieu œuvre, toute chose a une finalité, même les espèces agressives qui veulent dominer les autres espèces et les planètes. 15 pensait que Dieu ne fait rien mais comprend tout dans l'esprit universel. Vous vous rappelez que je parlais de l'esprit galactique. Anne, oui. Dr Anderson, il y a des esprits planétaires, des esprits solaires, des esprits galactiques, et un esprit universel unique. L'esprit universel est l'esprit de Dieu. Chaque galaxie est une conscience collective ou un champ mental qui est l'agrégat de toutes les espèces qui existent dans la galaxie. L'esprit universel crée le modèle initial de chaque galaxie lié à son esprit galactique ou à sa conscience composite. Le modèle initial crée la prédisposition du code génétique imprimé dans une galaxie. Nous, au sein du groupe du labyrinthe, nous pensions que Dieu avait conçu les codes génétiques de chaque galaxie, en attribuant à chacune une série différente de prédispositions ou de comportements. Anne, et, à quelle fin? Dr Anderson, pour que la diversité soit amplifiée par-delà l'univers, ce qui permet à Dieu d'expérimenter le plus grand continuum de vie. Anne, pourquoi est-ce si important? Dr Anderson, parce que Dieu aime expérimenter et concevoir de nouvelles façons d'expérimenter la vie dans toutes ses dimensions. Cela pourrait bien être le but de l'univers. Anne, vous savez que vous vous exprimez comme un pécheur. Vous affirmez des certitudes ou des vérités qui sont évidentes en soi, mais ce ne sont que des croyances, n'est-ce pas? Dr Anderson, oui, ce sont des croyances, mais ne pensez-vous pas que les croyances ont leur importance? Anne, je ne suis pas sûre. Mes croyances changent de jour en jour. Elles ne sont pas stables et ne sont pas ancrées à une vérité profonde et inébranlable. Dr Anderson, oui, c'est bien, qu'elle évolue. Le groupe du labyrinthe a établi un ensemble de croyances très spécifiques. Certaines s'appuyaient sur nos expériences résultant des technologies de stimulation d'intelligence cortéum, d'autres s'appuyaient sur l'étude des textes anciens, d'autres provenaient de nos contacts avec des extraterrestres. Anne, vous allez maintenant me dire que nos sympathiques voisins extraterrestres sont des fanatiques religieux. Dr Anderson, non, je ne veux pas dire qu'ils essayaient de nous convertir à leurs croyances, nous leur avons simplement demandé de nous en parler. En fait, après les avoir écoutés, leurs croyances nous semblaient bien plus scientifiques que religieuses. Je crois que c'est la nature d'une espèce plus évoluée, en fin de compte, ils réalisent que la science et la religion convergent dans la cosmologie et qu'en comprenant l'univers dans lequel nous vivons, nous parvenons aussi à nous comprendre nous-mêmes, ce qui est, ou devrait être la finalité de la religion et de la science. Anne, d'accord. Ceci devient un peu trop philosophique à mon goût. Pouvons-nous revenir à la question des Wingmakers? Si, comme vous l'affirmez, il existe une fédération galactique qui dirige la Voie lactée, comment fonctionnent les Wingmakers au sein de cette fédération? Dr Anderson, je suis impressionné par la nature de vos questions. J'aimerais pouvoir y répondre mais, là encore, je ne connais pas la réponse. Je suppose que la fédération et les Wingmakers agissent de concert et entretiennent des rapports qui sont profitables aux uns comme aux autres, mais je ne suis pas
Anne, mais si vous pouvez utiliser votre technologie d'observation à distance pour écouter aux portes d'une race étrangère dans une toute autre galaxie, pourquoi ne pas observer les Wingmakers et la Fédération? Dr Anderson, effectivement, nous avons essayé nos techniques d'observation à distance sur les Wingmakers. C'était une des premières choses que nous avons essayées. Sans succès? En fait, c'était la première fois que notre technologie s'avérait impuissante. Nous avons pensé que les Wingmakers avaient mis au point un système de sécurité quelconque pour empêcher l'observation à distance, mais nous n'en étions pas sûrs. Quant à la Fédération, elle est tout à fait au courant de nos capacités d'observation à distance, et en fait, il nous est impossible de les écouter car ils peuvent détecter notre présence si nous les observons à distance. Par respect pour leur vie privée, et parce que nous avons confiance en eux, nous ne nous sommes jamais servis de notre technologie auprès de la Fédération, peut-être une fois ou deux seulement. Anne, pardonnez-moi, Dr Anderson, mais j'ai du mal à croire tout ça. Nous avons effleuré une centaine de sujets différents au cours de cette interview, et je reviens sans cesse à la même question de base, pourquoi ? Pourquoi l'univers serait-il organisé ainsi, et pourquoi personne n'en sait rien sur Terre? Pourquoi tous ces mystères? Est-ce que quelqu'un pense que nous autres humains sommes trop bêtes pour comprendre? Et ce quelqu'un, qui est-il donc? Dr Anderson, malheureusement, tout conspire à empêcher le public d'accéder à ces informations vitales, et celles qui lui parviennent sont tellement diluées qu'il ne peut rien en faire. Je comprends que vous soyez insatisfaite. Je peux simplement vous dire qu'il y a des personnes qui sont au courant de ces choses, mais seul 15 a connaissance de cette plus grande réalité que nous avons abordée ce soir. En d'autres mots, et c'est ce que vous voulez dire, Sarah, il y a des gens au sein de l'armée, du gouvernement, des réseaux secrets, de la NASA, de la CIA, etc. qui ont une connaissance partielle mais qui ne comprennent pas le tout. Ils ne sont pas en mesure de savoir, et de pouvoir expliquer aux médias ce qui se passe. Ils craignent de se montrer vulnérables, du fait qu'ils ne disposent que de certains éléments. C'est comme l'histoire des 3 aveugles qui touchent des parties différentes d'un éléphant, chacun pense que c'est quelque chose de différent. 15 ne tient pas à divulguer ses connaissances aux médias et au public, car il ne veut pas être perçu comme un sauveur de l'humanité, ou comme le prochain Messie. Et il n'a surtout pas envie d'être pris pour un cinglé qu'il faudrait enfermer ou pire encore assassiner, sous prétexte qu'on ne le comprend pas. À l'instant même où il révélerait ce qu'il sait, il n'aurait plus de vie personnelle et ne pourrait plus découvrir la BST. C'est pour cela qu'il ne dira jamais rien. La plupart des gens qui ont connaissance de cette grande réalité craignent de se mettre sous la lorgnette du public par peur d'être ridiculisés. Il faut reconnaître que le grand public a peur de ce qu'il ne connaît pas, et les messagers se font tuer. Anne, mais pourquoi ne pouvons-nous pas avoir ne serait-ce que des vérités partielles, sur cette image de la réalité, sur les extraterrestres et la Fédération? Quelqu'un, les médias, le gouvernement ou quelqu'un d'autre, nous empêche d'avoir accès à ces informations. C'est comme cette histoire des Martiens que vous m'avez racontée, si elle est vraie, et que Clinton est au courant, pourquoi personne ne nous dit rien? Dr Anderson, il y a le cynique en moi qui dirait, pourquoi passez-vous 6 heures par jour devant la télévision, jour après jour? Pourquoi nourrir votre esprit en lui donnant uniquement les opinions des autres? Pourquoi faites-vous confiance aux politiciens? Au gouvernement? Pourquoi soutenir la destruction de vos écosystèmes et des compagnies et des gouvernements qui perpétuent cette destruction? L'humanité entière laisse faire ces choses, vous avez les yeux bandés, et il est donc facile de rationner les informations et de concentrer votre attention sur des questions sans importance, comme la météo ou Hollywood.
Anne, vous, dont le QI ne peut même pas être mesuré, vous pouvez le dire. Mais nous, qui avons des intelligences moyennes, que pouvons faire d'autre pour avoir accès à toutes ces informations, à cette grande réalité? Dr Anderson, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses. Mais il faut que les humains soient plus exigeants face à leur gouvernement, et même les médias, car les médias font partie intégrante de cette manipulation, bien qu'ils ne sachent pas comment ils sont devenus les pions de cette campagne de dissimulation de l'information. Le fait est qu'on ne peut blâmer personne en particulier. Depuis l'aube de l'humanité, il y a toujours eu des élitistes. Il y a toujours des êtres plus agressifs, plus puissants, qui dominent les plus faibles de leur espèce. C'est cette structure fondamentale qui est à la base de cette dissimulation de l'information et se retrouve dans tous les secteurs de la société, y compris la religion, le gouvernement, l'armée, les sciences, le milieu universitaire et les affaires. Personne n'a créé ce terrain de jeu pour qu'il soit semblable et égal pour tous. Il a été conçu pour permettre le libre arbitre et le choix de la réalité en fonction des préférences individuelles. Ceux qui sont aptes mentalement à lever un à un les voiles des secrets, découvrent en général des morceaux de cette grande réalité, pour utiliser votre expression. Elle n'est pas entièrement cachée, il existe des livres, des personnes et même des prophéties qui corroborent en grande partie tout ce dont je viens de parler ici ce soir, et qui sont facilement accessibles à quiconque souhaite comprendre ce vaste univers dans lequel nous vivons. Pour revenir à votre question, que pouvons-nous faire d'autre? Je dirais, lire et étudier. Je consacrerai du temps pour étudier ce vaste univers, j'éteindrai la télévision et je me couperai des médias. Voilà ce que je ferai. Anne, ceci est peut-être le bon moment pour clore notre interview à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Dr Anderson, une seule chose, si un jour quelqu'un lit cette interview, qu'il garde l'esprit ouvert. Celui dont l'esprit est encombré par tout ce qu'il a appris et étudié, toutes ses opinions, trouvera tellement matière à argument dans mes paroles, qu'il n'entendra rien de ce que je dis. Mon propos n'est pas d'argumenter avec qui que ce soit. Peu m'importe même de convaincre quiconque de ce que j'ai dit. Ma vie continue même si personne ne me croit. Les Wingmakers ont construit une capsule témoin de leur culture. Elle est superbe. J'aurais aimé pouvoir emmener des visiteurs sur leur premier site, pour qu'ils se tiennent debout devant chacune des 23 chambres et voient les peintures murales de leurs propres yeux. Si vous pouviez le faire, vous comprendriez que l'art peut être un portique, capable de transporter l'âme dans une dimension différente. Ces peintures ont une certaine énergie qui ne peut être traduite par de simples photos. Il faut vraiment se tenir debout à l'intérieur de ces chambres et comprendre quelle est la finalité de la capsule témoin. Je pense que si vous pouviez le faire, vous croiriez tout ce que j'ai dit. Anne, pourriez-vous emmener quelqu'un comme moi sur le site? Dr Anderson, non. Malheureusement, le système de sécurité autour du site est tellement sophistiqué, que le site est quasiment invisible. Je n'ai que des photos. Anne, vous dites que si je me rends sur le site, je ne pourrai pas le voir. Dr Anderson, la technique du masque n'est pas qu'un sujet de science-fiction. Cela fait plus de 10 ans qu'elle a été conçue, et elle est utilisée bien plus fréquemment qu'on ne le croit. Je ne vous parle pas de sa version diluée, qui utilise des procédés furtifs. Je vous parle de la capacité à surimposer une construction de la réalité à une réalité existante que l'on souhaite dissimuler. Vous pourriez par exemple vous diriger dans l'entrée du site ancien Arrow et ne rien voir qui ressemble à une entrée ou une ouverture. L'observateur croit voir une paroi de roche plate, qui présente toutes les caractéristiques de la roche, texture, dureté, etc.
mais il s'agit en fait d'une construction de la réalité qui se surimpose au mental de l'observateur. En réalité, l'entrée est là mais elle ne peut être observée car le mental croit à cette construction de la réalité que l'on projette sur lui. Anne, super. Alors il n'y a aucun moyen de rentrer sur le site et de faire l'expérience de cette capsule témoin. Une fois de plus, nous autres petits humains, nous ne pouvons faire l'expérience, avoir la preuve. Vous comprenez, si nous avons tant de mal à croire, c'est parce que nous n'avons jamais de preuve. Dr Anderson, mais la preuve n'est-elle pas dans les yeux du témoin ? En d'autres mots, ce qui constitue une preuve pour vous, ne va peut-être pas convaincre quelqu'un d'autre, ou vice-versa. N'est-ce pas ainsi pour toutes les religions et même pour la science ? Les scientifiques affirment avoir la preuve de cette théorie-ci ou de cette théorie-là, et quelques années plus tard, un autre scientifique vient prouver le contraire. Et cela continue encore et encore. Anne, que voulez-vous dire ? Dr Anderson, la preuve n'est pas absolue. Elle n'est même pas objective. Ce que vous cherchez, c'est une expérience qui est permanente et parfaite dans son expression de la vérité. Cette expérience, si elle existe véritablement, n'appartient à aucun réseau secret, à aucune organisation élitiste ou fédération galactique. Vous pourriez faire l'expérience de cette vérité absolue demain, et le lendemain le doute commencerait à s'insinuer en vous, et en quelques semaines ou quelques mois, cette preuve ou cette vérité absolue à laquelle vous aspirez, ne serait plus qu'un souvenir, et un souvenir pas très puissant, car il serait imprégné de doute. Non. Je ne peux donner de preuve absolue, ni à vous ni à quelqu'un d'autre. Je peux simplement vous dire ce que je tiens pour vrai, et m'efforcer de le partager aussi précisément que possible avec tous ceux que cela intéresse. Je ne tiens pas tant à vous entretenir de la cosmologie de l'univers. Je préfère attirer l'attention du public sur l'histoire des Wingmakers et de leurs capsules témoins. Le public devrait connaître cette histoire. Il s'agit d'une découverte sans précédent, qu'il faut partager. Anne, vous réalisez que vous faites de moi votre messager. Vous m'avez demandé de faire face à l'examen et aux soupçons du public. Dr Anderson, je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit contre votre volonté, Anne. Je comprendrai également si vous ne vous servez pas des matériaux que je vous ai donnés. Tout ce que je vous demande, c'est de me les rendre si vous ne les utilisez pas. Si je me présente en tant que messager, je perds ma liberté. Quant à vous, vous risqueriez votre carrière, et pourtant vous faites simplement votre métier. Vous n'êtes pas le messager, vous êtes le transmetteur, le média. Mais vous devez faire ce qui vous semble le mieux. Quoi que vous décidiez, je comprendrai votre décision. Anne, d'accord, nous allons terminer ici. Je ne veux pas que vous imaginiez que je ne crois à rien. Mais je suis journaliste, et je me dois de prouver et vérifier les récits avant de les publier. Avec vous, cela est impossible. Et ce que vous êtes en train de me dire, si c'est vrai, est la plus grande histoire jamais racontée. Mais je ne peux apporter cela aux médias, en tout cas, pas à la compagnie pour laquelle je travaille, ils ne la publieraient jamais. Pas de preuves, pas d'histoire. Dr Anderson, oui, je comprends. Mais je vous ai montré quelques technologies ACIO et quelques photos du site, et de ce qu'il contient, il y a donc des preuves, dans une certaine mesure. Anne, pour moi, oui, mais cela ne prouve pas tout ce que vous avez affirmé ce soir. Cette technologie d'objet fractal holographique que vous m'avez montré n'a pour moi rien d'inhabituel ou d'extraordinaire. Je ne suis pas très bon juge en la matière, et quand même je le serais, cela ne prouve nullement l'existence d'une fédération galactique ou des Wingmakers. Dr Anderson, bien, vous avez sans doute raison, nous devrions arrêter l'interview maintenant.
Je vous ai promis plusieurs interviews avant mon départ. Est-ce que nous sommes toujours d'accord pour demain soir? Anne, oui. Dr Anderson, merci de l'intérêt que vous avez manifesté pour mon histoire. Je sais que cela semble fantasque et bizarre, mais au moins vous avez fait preuve de retenue, vous ne m'avez pas considéré comme un cinglé indésirable. Je vous en suis très reconnaissant. Bonne nuit, Anne. Anne, bonne nuit. Interview 2. Anne, avant que nous commencions la séance de ce soir, je voulais vous dire que j'ai écouté la cassette de la nuit dernière et que je l'ai utilisée pour formuler de nouvelles questions. J'ai remarqué en particulier que je suis partie dans tous les sens avec mes questions. Ce soir je vais essayer d'être plus focalisée. Alors je veux juste vous prévenir que si je m'égare encore, rappelez-moi de rester dans la bonne direction, ok? Dr Anderson, je ferai de mon mieux. Bien que je ne sois pas sûre de la direction que vous désirez prendre. Anne, bien, je pense que je voudrais rester plus centrée sur les wingmakers et leur capsule du temps. Dr Neruda, c'est bon. Mais tout d'abord, laissez-moi éclaircir certains points. Le site de la Flèche Antique a été initialement étiqueté Capsule temporelle extraterrestre, CTE. Cependant, à mon avis, je ne pense pas que ce soit une capsule temporelle. Sarah, bien, commençons donc par là. Alors, qu'est-ce que c'est exactement à votre avis? Dr Neruda, le site fait partie d'une structure plus grande, qui est interconnectée avec des moyens que je ne comprends pas. Nous savons que 7 sites ont été construits sur Terre, vraisemblablement au cours du 9 siècle. Nous savons que ces sites ont un but défensif, et nous savons que les planificateurs de ces sites se présentent eux-mêmes comme des porteurs de la culture et sont très probablement des représentants de la race centrale. Sarah, j'ai beaucoup entendu parler d'armes défensives. Mais comment peut-on considérer que les artefacts musicaux et les peintures murales puissent faire partie d'une arme défensive? Dr Neruda, nous savons, d'après nos séances de voyance à distance, que ces sites, conçus par les wingmakers sont davantage qu'une arme défensive. Parce que sinon, comme vous le signalez, les objets culturels n'auraient aucun sens. Cependant, la présence de ces objets n'aurait pas plus de sens s'ils n'étaient en rien liés aux objectifs d'une arme défensive. Je ferai l'hypothèse que ce sont des déclencheurs d'ADN. Sarah, vous voulez dire qu'il activerait quelque chose à l'intérieur de notre ADN, comme vous le décriviez hier soir. Dr Neruda, oui. C'est correct. Sarah, et quel est le rapport avec une arme défensive? Dr Neruda, notre hypothèse était que les objets culturels, si on les étudiait ou si on les examinait, activeraient d'une façon ou d'une autre des parties de notre ADN. Nous n'étions pas certains quant au but, mais mon intuition est que ça a quelque chose à voir avec la stimulation de notre intelligence fluide et l'établissement d'entrées sensorielles, à l'état de sommeil dans notre système nerveux central. Sarah, pourquoi? Vous avez une hypothèse. Dr Neruda, vraisemblablement, l'amélioration du système nerveux central doit rendre l'arme défensive plus efficace. Sarah, ce que vous dites est assez déconcertant. Mais je vais résister à la tentation d'entrer dans un discours neurologique, et de toute façon, je n'y connais rien. Dites-moi davantage sur votre rôle dans la capsule temporelle des wingmakers, ou quel que soit le nom que vous lui donnez. Dr Neruda, pour davantage de précision et de cohérence, nous pouvons l'appeler le site de la Flèche Antique. Comme je le disais auparavant, je ne pense pas que ce soit une capsule temporelle. Pour répondre à votre question, je travaillais avec un ordinateur que nous appelions EMI, qui nous aidait à traduire les données contenues sur le disque optique trouvé dans la 23 chambre du site.
Il contient des textes, des représentations symboliques, des équations mathématiques et ce qui s'est révélé être des fichiers musicaux. Une fois que le site a été localisé, je me suis concentré sur le décodage du disque optique, sur le déchiffrage des données internes, et j'ai essayé, autant que possible, de les rendre applicables à la BST. Sarah, certaines données ont été appliquées à la BST. Dr Neruda, pas directement. Du moins, rien de ce que j'ai lu. Le texte était plutôt de nature philosophique. J'ai été le premier à lire leur langue. Une fois que le disque optique a été déverrouillé, nous avons imprimé 8045 pages de symboles, comme ceux que contenait leur travail artistique, mais plus variés et sur certains points, plus complexes. Il y avait 23 chapitres de textes ou de symboles, chacun d'environ 350 pages. J'ai lu la première partie, ou le premier chapitre de ce texte, et j'ai été ébahi lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait des passages du texte, de l'introduction, que j'ai été le seul à pouvoir lire. Ce fut une confirmation de plus dans le fait que j'avais un rôle à jouer dans la divulgation de ces informations au domaine public. Sarah, étiez-vous en train de me dire que le texte a disparu après votre lecture, ou bien que vous l'avez effacé? Dr Neruda, il a disparu. Il s'est effacé tout seul. Sarah, donc, seulement le premier regard pouvait voir le message. Dr Neruda, oui. Sarah, et que disait-il? Dr Neruda, je peux vous réciter les mots exacts si vous voulez, mais ça risque de prendre quelques minutes. Sarah, faites-moi un résumé. Dr Neruda, l'essentiel de ce passage validait ce que la CIO savait déjà, à savoir, que les Animus étaient envoyés sur Terre en 2011 pour enquêter. C'était écrit sous forme d'avertissement. Cela énonçait que les Wingmakers avaient installé sur Terre une arme défensive, qui rendrait la planète invisible aux sondes des Animus. Sarah, invisible. Comment? Dr Neruda, ce n'était pas expliqué très précisément. Ils ont écrit que de plus hautes fréquences émanaient de l'univers central et que ces 7 sites composaient une technologie collective, qui, d'une façon ou d'une autre, coordonnait ces fréquences, ou ces énergies plus élevées, qui provoqueraient un changement dans la structure vibratoire de la planète, et la vie planétaire pourrait survivre au changement et rester indécelable par les Animus. Sarah, toutes les formes de vie. Dr Neruda, techniquement, le texte ne le précise pas. Sarah, et c'était simplement visible pour vous. Dr Neruda, oui. L'opérateur Zemi n'a trouvé aucun signe de cette partie du texte. Elle a complètement disparu. Sarah, qu'est-ce que ça disait d'autre? Dr Neruda, cela confirmait que nous étions en marché avec la race centrale et qu'il voulait que l'on partage les artefacts culturels des 7 sites avec le public. Ces éléments étaient en connexion avec l'efficacité d'une arme défensive. Sarah, à quel niveau? Dr Neruda, dans le sens où des matières activaient des aspects de notre ADN qui rendraient le changement plus facile, ou peut-être possible. Mais je ne suis pas certain, car ils étaient un peu vagues. Sarah, donc, si je lis leur philosophie, je suis censé pouvoir devenir invisible. Dr Neruda, je crois que c'est plus holistique que ça. Ils ont laissé de la poésie, de la musique, des peintures, et même un glossaire. Il me semble que tous ces éléments, en plus de la philosophie, sont liés. Aussi, je suggère que quelque chose change fondamentalement quand ces matières sont absorbées et peut-être que ce changement, quel qu'il soit, retentit avec la technologie des 7 sites. Sarah, CA me semble tiré par les cheveux. Pourquoi y croyez-vous? Dr Neruda, j'ai absorbé ces matières et j'ai noté des changements. Sarah, tels que
Dr Neruda, j'ai quitté la CIO. Pour moi, c'est le plus grand changement imaginable. Sarah, vous n'êtes quand même pas en train de me dire que les matières que vous avez lues vous ont conduit à passer dans le camp opposé, si? Dr Neruda, c'était une combinaison de beaucoup de choses, mais ça a certainement eu un impact sur ma décision. Avez-vous lu ce que je vous ai laissé hier soir? Anne, bon, la nuit dernière vous avez mentionné que les Wingmakers vous avaient désigné pour être leur liaison. Vous avez dit aussi qu'ils désiraient que vous soyez leur liaison parce que 15 était engagé avec le Cortéum, pouvez-vous développer ça? Dr Anderson, apparemment j'ai été choisi pour être leur porte-parole dans ce temps, et pas seulement une aide pour traduire leurs textes, peintures et symboles picturaux, mais aussi pour amener ces choses à l'attention du public. En d'autres mots, je ne pense pas que les Wingmakers désiraient que le contenu de leur capsule du temps soit tenu dans un profond dépôt secret à l'intérieur des entrailles du groupe du labyrinthe. Pour 15, les Wingmakers sentaient qu'il était trop impliqué avec le Cortéum pour estimer objectivement leur capsule du temps et déterminer comment la mener à l'attention du public. Gardez en mémoire que 15 n'a que l'unique ambition de déployer avec succès la BST. Dans la mesure où la capsule du temps des Wingmakers accélérait ou facilitait ce développement, 15 aurait été extrêmement intéressé par les Wingmakers. Dans la mesure où ils ne l'ont pas fait, il est vraisemblable que 15 aurait fermé le projet et l'aurait mis au fond des oubliettes du groupe du labyrinthe. La culture et la philosophie étaient importants pour 15, mais seulement dans un but personnel. Elles n'avaient pas de place dans le programme de recherche du groupe du labyrinthe à moins que d'une manière ou d'une autre elles influent directement sur le développement du voyage interactif dans le temps. Anne, mais ne disiez-vous pas que dans le processus de décodage et de traduction de leur langage votre intelligence avait suivi, et que cela rendrait plus flexible aux contraintes du voyage dans le temps? Dr Anderson, je ne pense pas que ce soit une question d'intelligence. Je pense que c'était plus une conscience multidimensionnelle ou une capacité à sentir les parcours les plus hauts de la conscience, lequel, je suppose, est une forme d'intelligence. Il me semblait que les Wingmakers étaient particulièrement concernés par le développement d'une perception sensorielle holistique, et que la raison pour laquelle ils avaient encodé leur langage était pour développer ces sens au plus haut point. De fait, j'affirme que la capacité à voyager interactivement dans le temps requiert cette perspective sensorielle multidimensionnelle. Cela ne peut pas être fait dans les 3 dimensions et les 5 sens de la conscience humaine normale. Anne, mais tout de même. Si vous aviez ces améliorations de votre conscience ou de votre intelligence et que vous pensiez qu'elles étaient essentielles au développement de la BST, pourquoi 15 ne vous écoutait pas. Dr Anderson, il a écouté. C'est juste qu'il n'est pas en accord avec ma théorie. Dès l'instant où j'ai mentionné que j'avais une interaction avec les Wingmakers, il semblait dédaigner mes assertions. Anne, Chu avait ces interactions qui semblaient le persuader que vous étiez égaré ou pas honnête. Dr Anderson, j'étais l'un des premiers à lire leur langage et à le comprendre. Une fois que nous avons cassé le code du disque optique, nous avons listé plus de 8100 pages de hiéroglyphes comme ceux contenus dans leur travail artistique, à l'exception qu'il était plus varié et, dans quelques exemples, beaucoup plus complexe. Il y avait 23 chapitres de texte ou de hiéroglyphes. Chacun constitué d'environ 350 pages. J'ai décodé le premier segment de ce texte en utilisant une version d'un index de traduction sumérien que j'avais assemblé pour accéder au code du disque optique. Toutefois, au début du décodage et de la traduction du texte, j'ai commencé à avoir une compréhension de la culture des Wingmakers. Ils avaient des discours philosophiques qui étaient fascinants à lire.
Anne, j'ai lu ce que vous m'avez laissé, je n'ai rien retenu de la plupart de ce qu'ils disaient. Ils semblaient trop abstraits. Ils ont eu un effet sur mes pensées. Ils ont réussi à m'endormir chaque fois que j'essayais de les lire. Dr Anderson, je sais qu'ils sont un peu intenses, mais vous devez admettre qu'ils sont très intéressants et représentatifs de la manière dont les humains, ou au moins quelques humains, penseront dans 750 ans. Ils sont littéralement les seuls témoignages que nous avons de nos systèmes futurs de croyances. Mais ce que j'allais dire avant, est qu'ils n'ont pas seulement la philosophie, ils ont aussi la poésie et une notation musicale. Alors j'ai commencé à poser la théorie que chaque chambre avait un jeu d'objets, une peinture, un poème, un discours philosophique, une composition musicale et un artefact, objet, qui portait un message spécifique ou un thème. Et que la capsule était conçue pour être comprise en liant ces thèmes entre eux, juste comme j'ai lié les 23 symboles maîtres des peintures pour accéder au disque optique. Anne, et que pensez-vous qu'était le message qu'il essayait de transmettre? Dr Anderson, je ne sais pas. Nous avons seulement fini de décoder 2 chambres entières quand je suis parti. Et depuis mon départ, j'ai réussi à décoder le plus gros de la 3e chambre. Toutefois, les artefacts trouvés dans chaque chambre demeurent encore un mystère. Dans la plupart des cas, ils ne peuvent même pas être sondés par notre technologie pour déterminer comment les activer et où. Anne, mais vous avez une copie des 8100 pages de texte. Dr Anderson, oui. Anne, puis-je les voir? Dr Anderson, oui, mais ce n'est pas le genre de choses que je porte sur moi. Anne, je ne comprends toujours pas pourquoi tout ce codage et décodage compliqué et les index sumériens de traduction. Grand Dieu! Ils sont humains, n'est-ce pas? Pourquoi ne parlent-ils pas simplement anglaise ou au moins une de ces variantes? Je veux dire qu'il y a 750 ans les peuples parlaient à peu près les mêmes langages que ceux utilisés aujourd'hui. Pourquoi changeraient-ils dramatiquement en 750 ans? Dr Anderson, je peux seulement poser l'hypothèse que si le but de la capsule du temps était d'une manière ou d'une autre d'activer les plus hautes facultés d'apprentissage ou d'intelligence, alors peut-être la capsule du temps aurait été intentionnellement codée pour forcer à un décodage. Et ce processus de décodage déclencherait l'activation. S'il l'avait fait simplement en anglais ou en un autre langage connu actuellement, nous aurions manqué l'activation de nos facultés les plus hautes. C'est mon hypothèse. Anne, vous disiez la nuit dernière que seulement environ 7% du texte est ainsi traduit, et ceci après des mois de travail qui suivirent la découverte des index de traduction. Si vous avez une telle puissance technologique en informatique, pourquoi le groupe du labyrinthe ne peut-il pas décoder et traduire cette masse volumineuse de texte avec la clé de décodage? Dr Anderson, c'est plus compliqué que cela. Le langage des Wingmakers est basé sur 98 hiéroglyphes différents par rapport aux 26 lettres de notre alphabet. La base de données des index de traduction a été appliquée au texte entier, mais nous avons trouvé tellement d'incohérences dans la sémantique que c'est réellement impossible d'avoir confiance dans la version des ordinateurs. Leur langage est beaucoup plus précis que le nôtre, donc plus sensible à la sémantique exacte. À cause des différences dans la sémantique, il était nécessaire de faire la traduction manuellement, laquelle nécessitait de tester ou vérifier la signification environ tous les 5 mots dans la structure de la phrase et du paragraphe dans lesquels ils étaient placés. Et l'unique façon dont cela pouvait être fait était en fait avec moi et mon collègue qui a participé à établir le manuel de traduction. Anne, il me semble encore que cela a pris un temps effroyablement long juste pour 7% de leur texte.
Dr Anderson, mais pour chaque page de texte, nous avons passé environ l'équivalent de 20 heures, nous devions être prudents pour nous assurer l'exacte traduction. La traduction est la clé de l'utilité de la capsule du temps, et cela n'a pas de sens de la bâcler et d'en tirer de mauvaises conclusions dues à des erreurs de sémantique ou de traduction. Dans nos index de traduction, il y a beaucoup de dimensions où des erreurs peuvent être commises, et à tous les niveaux, si elles ne sont pas évitées, elles se combinent ou s'amplifient dans la traduction au niveau suivant. Par exemple, il y a des index écrits pour chaque lettre ou hiéroglyphe, il y en a un pour chaque combinaison de lettres, le tout pour un alphabet de 98 caractères. Vous pouvez imaginer les variétés de combinaisons. Il y a aussi des index pour la structure de la phrase et un pour le contexte sémantique. Et en premier lieu de ces variables, nous devons prendre en considération la linéarité du langage ou de sa séquence. En outre, comme je l'ai déclaré plus tôt, le texte était plus que de la simple prose. Il y avait aussi de la notation musicale et de la poésie. Alors cela nous a demandé, pour chacun des 23 segments de texte, une traduction capable de discerner toutes les nuances de la prose et aussi de la poésie et de la musique. Anne, bien, je suis contente que vous abordiez le sujet de la musique parce que je ne comprends pas ce que cet élément vient faire dans la capsule du temps. Dr Anderson, que voulez-vous dire? Anne, la musique était-elle sur le disque optique et l'avez-vous simplement prise sur le disque, ou était-elle reproduite par le groupe du labyrinthe avec l'aide de la notation musicale trouvée? Dr Anderson, en fin de compte c'est un peu des deux. Leur notation musicale était vraiment précise et ils ont laissé des extraits digitaux de chacun de leurs instruments, même vocaux. Alors nous avons simplement converti leurs extraits d'instruments au standard MIDI et nous avons fait notre propre version de leur musique. De toutes les choses que nous avons traduites, la musique était la partie la plus facile, mais aussi la seule dont nous n'étions pas sûrs de l'exactitude. Anne, étiez-vous impliquée aussi dans la traduction de la musique? Dr Anderson, oui, j'ai aidé dans la découverte initiale de leur notation musicale et j'ai aidé avec la traduction des index. Je n'étais pas dans la phase de production, bien que j'étais très curieux du résultat que cela pouvait donner. Anne, puis-je écouter quelques-unes de ces compositions? Dr Anderson, oui bien sûr, quand je suis parti, la CIO avait traduit avec succès 10 des 23 compositions musicales. Je les ai. Et elles ont été converties au standard des cassettes et CD. J'ai aussi les fichiers complets des 13 compositions qui restent dans leur forme brute. Anne, comment étaient-elles produites exactement? Dr Anderson, vous voulez dire techniquement ou artistiquement? Anne, je pense aux deux. Dr Anderson, en termes techniques nous avons eu besoin de rabaisser la résolution de leurs extraits à 384 bits afin de pouvoir les utiliser dans nos systèmes informatiques. Quand pour la première fois nous avons entendu les extraits d'instruments, nous étions quelque peu soulagés d'entendre des sons familiers. Certains étaient différents, mais pour la plupart, les extraits digitaux qui étaient codés sur le disque optique étaient les mêmes que les instruments musicaux contemporains entendus dans le monde. Une fois que nous avions pris leurs extraits et que nous les avions organisés en octaves, nous avons pris leur notation musicale et laissé essentiellement les ordinateurs sélectionner l'instrumentation musicale basée sur les extraits. En fin de compte, la résolution a dû être rabaissée aux 24 bits de notre système de CD, ensuite c'était pressé sur un CD et enregistré sur une cassette. Comme pour la production artistique, il n'y avait pas vraiment plus à faire que ce que nous avons fait. Les ordinateurs ont fait tout le travail d'interprétation et exécuté la production pour cette partie. Nous avions une de nos équipes qui travaillait à l'expérimentation de diverses versions. La musique était très populaire,
particulièrement quand vous l'écoutiez dans une résolution de 384 bits. Anne, est-ce que personne ne se demandait pourquoi la capsule du temps incluait un kit de construction musicale au lieu d'avoir juste un enregistrement de musique, je veux dire par là, pourquoi nous amener à une interprétation artistique de leur musique? Dr Anderson, on s'est posé toutes les questions au sujet du projet Ancient Arrow, vraiment toutes. On ne savait pas pourquoi ils l'ont fait de cette manière et pas d'une autre. Mais notre hypothèse reste que les Swingmakers n'avaient pas d'autre possibilité d'amener leur musique dans notre monde, nous n'avions pas la technologie pour pouvoir l'écouter. Ils l'ont donc décomposé dans un kit de construction comme vous l'avez dit, avec lequel nous étions capables de reconstruire la musique pour y être écoutés dans notre technologie. C'est la raison la plus logique. Il y avait plusieurs d'entre nous qui étaient capables de ressentir avec les chambres 1 et 2 l'intégration d'une forme d'expression complète, et c'était une expérience très puissante, c'est le moins que je puisse dire. Quand vous écoutiez la musique dans une résolution de 384 bits avec les peintures originales, debout dans la chambre dans laquelle elle était placée, c'était vraiment une expérience émouvante et spirituelle. Comme je n'en ai jamais eu auparavant. Anne, de quelle manière? Dr Anderson, simplement cette sensation d'être tiré en dehors de votre corps et au-dedans du portail de la peinturiste irrésistible. Il y a une très forte sensation de mouvement dans et au-delà de ces peintures, la musique et la peinture ne sont pourtant que deux formes de leur art, la troisième, la poésie est aussi une part de l'expérience. Anne, parlez-moi de la poésie. Dr Anderson, les poèmes abordent un large éventail de sujets. Nous pensions pour la plupart à l'ASEO qu'il aurait pu être écrit par n'importe quel poète contemporain. Il n'y avait vraiment rien qui les désignait comme représentant une culture de 750 ans dans notre futur. Beaucoup de thèmes communs autour de la spiritualité, l'amour, les relations et la mort. La plus grosse partie de la poésie a été traduite parce qu'il n'y a pas énormément de textes, par rapport aux documents philosophiques et scientifiques. En fin de compte, il y a 2 poèmes par chambre, donc un total de 46 poèmes. Anne, c'est intéressant. Pour toutes les autres choses, les peintures, la musique, les artefacts, la philosophie, on en retrouve un seul exemplaire par chambre. Pourquoi supposez-vous qu'il ait placé 2 poèmes dans chaque chambre à la place d'un seul? Dr Anderson, mon opinion était que c'était pour fournir une large perspective dans chacun des thèmes représentés par sa chambre spécifique. La poésie est amenée d'une façon telle à fournir à la fois une perspective personnelle et une perspective universelle dans chacune des chambres. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse de travail pour l'instant. Anne, je pense de tous les extraits que vous m'avez laissés que la poésie est aussi un peu moins abstraite comparée à leur philosophie et peinture. Avez-vous considéré la manière dont la poésie est relatée dans les peintures? Dr Anderson, oui, et je crois que la poésie et les peintures ont la plus forte interconnexion de tous les objets présents dans chacune des chambres. Je pense que les peintures illustrent, d'une manière subtile, les thèmes abordés dans la poésie. Dans quelques cas, quand la peinture représente un assemblage d'objets abstraits, la poésie est aussi plus abstraite. Quand la peinture est plus représentative, la poésie ressemble plus à de la prose. Anne, êtes-vous en train de dire que la poésie porte la principale signification de chaque chambre? Dr Anderson, je ne suis pas sûr, mais il semble que la poésie, d'une manière ou d'une autre, est impliquée symboliquement dans la peinture de la chambre avec laquelle elle est associée. Le problème est que la poésie dépend tellement de l'interprétation qu'il est impossible de savoir précisément quel thème est visé. Aussi, et j'aurais dû le mentionner plus tôt, mais la grammaire et la syntaxe de leur langage sont très différents des nôtres en cela qu'ils n'ont pas de ponctuation comme les points et les virgules.
En d'autres mots, si nous avions fait une traduction littérale, il n'y aurait eu aucune structure de phrase, plutôt comme une approche syntaxique logique, ce qui veut dire que cela aurait été simplement un flux de langage abstrait, pour la plupart des gens très difficile à comprendre. Quand je faisais les traductions de la poésie, je la plaçais dans une structure de phrases fragmentées pour que sa signification soit mieux comprise. Peut-être que dans le processus j'ai changé non intentionnellement la signification, mais c'était faire cela ou alors la poésie aurait été trop abstraite pour être comprise. Anne, existe-t-il une connexion entre la poésie et la philosophie de chaque chambre ? Dr Anderson, mon collègue et moi-même sentions que tous les objets, peinture, poésie, philosophie, artefacts, étaient interconnectés dans la chambre où ils étaient placés, et d'une manière dont nous n'avions aucune idée. Nous étions toujours soucieux du fait que nos index de traduction étaient imprécis, et ceci limitait notre capacité à voir les liens entre les différents objets. Et bien sûr, la connexion la plus bizarre était celle avec la technologie des artefacts parce que nous n'avions pas de moyens pour sonder ou obtenir des conclusions à propos de leur but et fonction. Anne, parlons un peu des artefacts trouvés dans chaque chambre. Le seul dont j'ai vraiment entendu parler est celui trouvé dans la 23e chambre, le disque optique. Je sais que vous m'avez montré des photos des autres, mais pourriez-vous les décrire mieux en me disant comment vous les avez analysés, et si vous avez une quelconque idée de leur relation avec la capsule du temps? Dr Anderson, le disque optique est le seul objet des 23 trouvés que la CIO a décrypté avec succès. Du moins d'après ce que j'en sais. Les autres objets ont tous été pris immédiatement par le laboratoire de recherche du groupe du labyrinthe en Virginie après avoir été découverts. Leurs existences n'étaient pas connues en dessous de l'échelon 12X. Il y avait des rumeurs à l'intérieur de tout la CIO qui disaient qu'ils faisaient partie de la technologie de la capsule du temps, mais ils n'ont jamais gagné aucune considération sérieuse, et certainement pas de la part de la NSA. La technologie des artefacts était la plus grande curiosité de 15 parce qu'elle représentait des solutions possibles pour la BST. Et, comme je l'ai mentionné plus tôt, 15 est le plus gros du groupe du labyrinthe en cette matière, sentait que les Wingmakers peuvent représenter le futur du groupe du labyrinthe essayant de transmettre la technologie du voyage temporel interactif à nous, ici, travaillant dans le présent. En conséquence 15 considérait logiquement que ces artefacts très particuliers pouvaient être une pièce du puzzle. Anne, mais ce que j'ai vu ne semble pas très avancé ou basé sur la haute technologie. Ils peuvent passer pour de simples cristaux ou roches, ou quelque chose d'organique. Pourquoi le groupe du labyrinthe était-il convaincu à ce point qu'il portait les clés du voyage temporel ? Dr Anderson, les structures cristallines qui ont été trouvées, dans la plupart des cas, avaient l'air assez ordinaires puisqu'examinées par l'œil, elles paraissaient être du cristal, mais quand vous les observiez au travers d'analyses moléculaires et atomiques variées, il était évident que c'était l'œuvre de la main de l'homme. En d'autres mots, c'étaient des structures cristallines synthétiques, et nous tenions comme hypothèse que les objets étaient codés avec une information assez proche du disque optique ou des peintures. Nous tenions aussi pour hypothèse qu'il était potentiellement connecté au disque optique puisqu'il était le dernier des objets et semblait être l'équivalent d'une clé de voûte ou d'une clé majeure. Anne, est-ce que dans le texte traduit à partir du disque optique il y a des références aux autres artefacts? Dr Anderson, non, à notre grand désespoir, il n'y avait aucune référence. Du moins que je sache. Anne, vous n'avez jamais vraiment répondu à ma question, si vous sentiez qu'il y avait une interconnexion entre la technologie des artefacts et les autres objets plus culturels et spécifiques relatifs à chaque chambre. Dr Anderson, désolé, je crois que c'est moi ce soir qui suis un peu dispersé. De toute façon, oui, il y avait des connexions.
Nous en étions certains, mais en même temps, parce que nous ne pouvions pas les sonder et aller voir à l'intérieur de ces artefacts, nous ne pouvions pas prouver notre théorie. Par conséquent, nous avons consacré tout notre temps et notre énergie au disque optique parce qu'il semblait être le plus important des objets, et aussi le seul avec lequel nous avions la meilleure chance d'avoir accès avec notre technologie. Anne, et encore, quand vous me dites ça, n'aviez-vous pas aussi dit plus tôt que cela vous avait pris plus d'un an pour comprendre comment accéder au disque optique? Dr Anderson, oui, c'est vrai. Mais nous devons garder en tête que la technologie des artefacts était extrêmement étrangère à la nôtre. À la différence du disque optique, les autres technologies étaient une combinaison de matériaux synthétiques basés sur une structure organique, et dans quelques cas en fin de compte possédaient l'ADN humain dans leur structure. Ceci était. Anne, vous me dites que leur technologie était en partie humaine. Dr Anderson, oui. D'une certaine façon. Mais ce que j'allais dire est que ces artefacts semblaient avoir un système informatique moléculaire de base qui pouvait être activé par le toucher humain. Et nous n'étions pas sûrs s'il s'agissait d'un humain spécifique ou d'une espèce spécifique d'humain, ou peut-être de n'importe quel humain dans un état spécial d'émotion ou d'esprit. Nous avons expérimenté 115 essais possibles pour les tester et tous ont échoué. Alors en fin de compte, nous avons abandonné nos recherches sur l'accès à la base organique des différents artefacts et concentré nos énergies et nos technologies sur l'accès du disque optique. Anne, mais c'est vraiment bizarre. Pourquoi l'ADN humain serait à l'intérieur d'une technologie? Et ceci à propos des cristaux synthétiques. Tout cela me laisse froide. Dr Anderson, nous avions quelques doutes similaires jusqu'à ce que nous soyons capables de traduire une partie du texte trouvé dans le disque optique. Les documents philosophiques de la chambre 1 et 2 nous ont convaincus que les Wingmakers pouvaient en effet être authentiques, et nous n'avions aucune autre raison de ne pas croire leur histoire. Cela ne veut pas dire que nous avions mis de côté notre incrédulité et notre prudence, mais la philosophie était une ouverture pour notre compréhension de la perception de leur mission avec l'humanité contemporaine. Anne, je ne sais pas. J'ai lu le premier des 2 documents philosophiques que vous m'avez laissés, et je pourrais croire que c'est l'œuvre d'une race étrangère. Je pourrais croire aussi que c'est d'une race trompeuse qui userait de la philosophie et de toute la matière culturelle pour nous laisser croire qu'ils sont bienveillants alors qu'en fait ils ne le sont pas du tout. Je veux dire, n'est-ce pas une part de la prophétie dont vous parliez la nuit dernière? Dr Anderson, bien, je vois que vous restez toujours une journaliste sceptique. En fin de compte, je suis content de voir votre réaction. Anne, tout ce que je peux vous dire est que quand vous tenez compte de toute cette quantité d'objets culturels trouvés dans le site ancien Harrow et que vous vous immergez dedans ainsi que dans la philosophie, c'est dur de croire qu'ils sont le produit d'une mauvaise intention. Anne, à moins que ce ne soit simplement ce qu'il voulait que vous croyiez. Dr Anderson, peut-être, c'est dur de débattre d'une telle chose. Je pense que c'est une décision individuelle. Le groupe du labyrinthe, et j'inclus le Cortéum quand je dis cela, était en accord pour penser que c'était une révélation authentique et était assuré que nous n'étions pas en rapport avec une supercherie. Mais nous ne fermons pas la porte à cette éventualité. Nos directeurs des opérations et de la sécurité ont mis des plans en place dans le cas où des événements s'accumuleraient accréditant la thèse de la supercherie ou de la ruse. Anne, une des choses qui me semblait bizarre, après avoir vu les photos des peintures des chambres, était la similarité entre elles. Elles étaient clairement peintes par le même artiste, ou je suppose un groupe d'artistes. Mais quand je pense à la capsule du temps, j'aurais pensé qu'aurait été inclus un panel varié de formes d'art avec un assortiment d'artistes différents représentant diverses tendances et ainsi de suite.
Et ce n'est pas le cas ici. Qu'en pensez-vous? Dr Anderson, je ne pense pas que leur motivation ait été de nous informer de leurs artistes ou de la diversité de leur culture artistique. Je pense que leur intention suit la fonction initiale de l'art qui est une forme de communication, et par la suite comme une sorte de voyage temporel ou de mouvement en dehors de la conscience du corps. La continuité des 23 peintures vues dans sa globalité semble être une invitation à la conscience de l'observateur d'aller pleinement à la rencontre des wingmakers. Comme si c'était des portes. Je l'ai expérimenté moi-même. Les peintures sont incroyablement brillantes dans leurs couleurs. Vous ne pouvez vraiment pas imaginer l'impact qu'elles ont sur vous quand vous les voyez réellement. Particulièrement après que leur nettoyage et restauration aient été terminés. Mais même quand elles furent découvertes en premier sans avoir été traitées, c'était fascinant la manière dont elles étaient lumineuses et vibrantes dans leur couleur après 1150 ans. Plusieurs fois ceux d'entre nous qui étaient chargés de la restauration et de l'inventaire du site se sont assis dans les chambres pour fixer ces peintures. À plusieurs reprises je l'ai fait pendant des heures juste en laissant mes yeux se promener à travers la peinture et imaginant l'esprit de l'artiste et ce qu'il essayait de communiquer. C'était une expérience très, très puissante. Comme rien de ce que j'ai vécu auparavant. Anne, je pense que cela m'aurait terrifié un peu. Dr Anderson, je ris seulement parce que j'ai eu une telle expérience. Une nuit après une longue journée de travail dans les chambres des artefacts, j'étais le dernier sur le site. J'avais été si absorbé dans ce que je faisais que je me suis juste rappelé m'être dit d'activer le système de sécurité à ma sortie. Environ une demi-heure s'était écoulée, et j'ai finalement réalisé que j'étais tout seul dans la capsule du temps. Ce silence était incroyable. Je marchais en descendant le couloir qui reliait toutes les chambres en passant devant chacune d'elles, et j'ai commencé à sentir une présence irrésistible. Chaque fois que je voulais passer devant une des chambres, je m'attendais à ce que quelque chose bondisse de la peinture vers moi. Elle semblait littéralement vivante. Notre lampe halogène portable était vraiment de haute qualité et chaque chambre était équipée des mêmes. Quand j'ai atteint le fond du couloir, que nous appelions la spirale de l'escalier, et regardé dans la chambre 2, j'ai clairement vu un mouvement et j'ai sursauté, pas de peur mais d'excitation je pense, bien qu'il y avait un peu de crainte aussi. Mais ce mouvement était simplement l'image brouillée de quelque chose sortant de la peinture et se dissolvant dans l'air. Je ne pouvais vraiment. Anne, qu'est-ce que c'était? Était-ce un humain? Dr Anderson, je n'ai pas pu le voir assez clairement pour vous dire ce que c'était, mais maintenant que j'ai eu quelques interactions avec les wingmakers, je sais que c'était eux. Ils utilisaient d'une manière ou d'une autre ces peintures pour apparaître dans notre temps. C'est juste après cette expérience que j'ai commencé à élaborer la théorie que les peintures étaient en fin de compte des portes qui rendaient le voyage temporel possible ou quelque chose de ce genre. Anne, cela peut sembler bizarre, mais comment savez-vous que ce n'était pas une farce? Que quelqu'un ou un groupe avait créé tout cela pour avoir l'air d'alien ou d'une future capsule du temps juste pour le plaisir de jouer avec vos esprits. Dr Anderson, la seule chose que nous tenons pour certaine est que ce n'est pas une farce. Le site ancien Harrow est constitué d'un gigantesque bloc de rocher, lequel a été littéralement creusé en forme d'escalier en spirale desservant tous les 30 mètres une chambre différente, 23 pour être exact. Il aurait fallu une technologie incroyable pour bâtir la structure entière. Nous avons avec exactitude daté la création des peintures des chambres, et il a été déterminé de façon définitive que c'était au IXe siècle, et nous sommes certains qu'aucune technologie ne permettait de réaliser cela alors. Anne, je n'essaie pas de vous contredire.
mais si ces artefacts datent vraiment de 750 ans dans notre futur, il semble si étrange qu'il ait été enterré dans une énorme structure rocheuse au milieu de nulle part. Au Nouveau-Mexique plus qu'ailleurs. Et c'est étrange aussi qu'il ait fait tout ce travail pour le rendre si dur à comprendre. Diantre, qu'essaie-t-il de dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dr Anderson, oui, je comprends, et je ne prends pas vos questions comme sujet à controverse. Mais le point que je fais est que cette capsule du temps, ou qu'importe comment vous l'appelez, est en effet un ensemble d'objets réels. Et ces objets ne correspondent même pas à la même période dans le temps. Par exemple, au moment où les peintures étaient créées il y a environ 1150 ans, les artefacts, eux, ne répondent même pas à notre datation carbone et aux analyses biochimiques. Pour compliquer le tout, des pictogrammes qui commençaient à apparaître à l'intérieur et aux alentours du site ancien Haro ont été datés d'il y a 50 ans, et peuvent très bien avoir été faits un mois, avant que le site ne soit découvert. Ces objets réels sont indubitablement une énigme, mais ce n'est pas une farce à mes yeux. La vraie question est l'identité des Wingmakers comme ces objets la représentent, un aspect futur de l'humanité ou une race étrangère qui a visité la Terre aux alentours de 850 après J.C. Anne, ok, disons que ce n'est pas une farce. Alors dites-moi pourquoi vous êtes à ce point convaincu que c'est une capsule du temps. Il me semble à moi que cela pourrait plus être un procédé de communication, ou peut-être un outil éducatif ou quelque chose dans ce style. Pourquoi une capsule du temps? Dr Anderson, en partie parce qu'il semblait que ses créateurs voulaient partager leur culture avec nous. Quand nous avons commencé les premières analyses du site ancien Haro, nous sentions que tout à l'intérieur des chambres était étranger. Nous étions premièrement convaincus que c'était un site de contactés, et nous avons même envisagé la possibilité qu'il avait laissé ces éléments derrière eux pour les récupérer à une date postérieure. Anne, comme une sorte d'entrepôt de stockage. Dr Anderson, oui, toutefois quelques peintures représentaient des humains, et des paysages terriens, spécifiquement la région de la planète dans le nord de New Mexico. Alors pour nous, il semblait moins probable que c'était une race étrangère. Nous avons vu aussi avec évidence qu'il y avait des interactions avec les précurseurs des Navajos et peut-être aussi des tribus indiennes Hopi, connues aujourd'hui comme les Indiens Anasazi. Et encore, cela a été déduit d'après les peintures, lesquelles initialement étaient les seuls témoignages que nous pouvions interpréter. Comme je le rappelle, nous avions un total de 47 scénarios possibles qui ont été étudiés. Le scénario le plus probable, classé par nos systèmes informatiques, était que le site ancien Haro représentait une race étrangère qui avait laissé derrière elle l'équivalent d'un musée qui témoignait de ses interactions avec les Indiens Anasazi. Notre second scénario le plus probable était que le site représentait une capsule du temps laissée par la future version du groupe du labyrinthe. Anne, cela reste étrange pour moi. Pourquoi pensiez-vous que c'était la future version du groupe du labyrinthe? Dr Anderson, le groupe du labyrinthe utilise comme symbole d'identification 3 cercles concentriques entourant une sphère. Il y avait de nombreuses descriptions de ce symbole à l'intérieur de leur peinture. Aussi, cela semblait vraiment singulier pour nous qui avons découvert ce site de la manière dont il le fut. C'est littéralement comme si nous avions été guidés vers ce site. Et de se rappeler que 15 était très confiant dans l'avenir du groupe du labyrinthe à développer la BST, et il savait que la version future du groupe du labyrinthe aurait en quelque manière pris contact. C'était juste une question de savoir quand et comment. Anne, je sais que je dois avoir l'air de la plus grande sceptique que vous ayez jamais rencontrée, mais cela ne veut toujours pas dire que c'est comme une capsule du temps pour moi. Dr Anderson, je ne dis pas que vous avez tort.
je vous dis seulement comment cela est classifié officiellement à l'intérieur du groupe du labyrinthe. Cela peut très bien avoir de multiples significations et buts. Je suis pour le premier, et crois que c'est plus qu'une capsule du temps, bien que je pense qu'il y ait cet élément dedans aussi. Anne, alors que pensez-vous que soit son but premier? Dr Anderson, si vous prenez les swingmakers comme valeur nominale, en d'autres termes, la définition que les swingmakers eux-mêmes donnent, ils disent que c'est une capsule du temps qui aidera à promouvoir le développement d'une culture globale. Ils prétendent que d'une façon ou d'une autre, quand les 7 capsules du temps seront découvertes, elles serviront comme pont de communication entre les humains d'aujourd'hui et leur personnalité future. Anne, j'ai lu les notes de service que le docteur Sauter avait écrites et je me souviens de ses déclarations aussi, mais une culture globale semble si improbable. Si impossible. Et par ailleurs, comment ces artefacts trouvés dans le site ancien Arrow pourraient être utilisés pour construire une culture globale? Cela me semble un peu naïf. Dr Anderson, tout ce que je peux vous dire est que c'est relatif à Internet et à une nouvelle technologie de communication que les swingmakers nomment OLIN ou One Language Intelligent Network, le réseau de communication intelligent. Si vous lisez le glossaire que je vous ai laissé, vous verrez qu'il y est fait référence. Les swingmakers semblent assurer que la technologie de l'OLIN aidera à créer une culture globale à travers Internet. Ces propos correspondent avec les prophéties que le groupe du labyrinthe avait personnellement datées comme vieilles de plus de 1500 ans. Bien sûr, la technologie décrite n'était pas appelée OLIN, mais une notion de culture globale et d'un gouvernement unifié a été prédit il y a plusieurs siècles. Anne, il s'agit de ce que le défunt George Bush avait l'habitude d'appeler l'ordre du Nouveau Monde. N'est-ce pas? Dr Anderson, oui, mais il y a eu 4 autres présidents qui avaient connaissance de ce concept. Anne, qu'est-ce qui ferait que les peuples du monde entier décident de s'unifier sous un seul gouvernement, ou en tout cas, créer une culture mondiale? Qu'importe la signification. Je n'arrive pas à envisager que cela se produise. Pas dans mon existence. Dr Anderson, en accord avec les swingmakers, cela arrivera à travers l'économie électronique et alors à travers la plateforme technologique de l'Internet OLIN. Et à travers ce réseau mondial, les contenus éducatifs et de divertissement seront mondialisés. C'est la base d'une culture globale avec un commerce, un contenu, et des communautés unifiées. Une fois ces infrastructures mises en place, alors le besoin de gouverner cette infrastructure se dessinera comme le sujet prépondérant du jour. Et les Nations Unies est l'organisation logiquement désignée pour une telle tâche. Aussi longtemps que les peuples mondiaux autorisent la digitalisation électronique de l'économie et adoptent la plateforme technologique de l'OLIN, un gouvernement mondial et une culture mondiale sont virtuellement assurés d'émerger. Anne, et comme vous disiez l'autre nuit, c'est supposé arriver en 2018. Dr Anderson, en accord avec la prophétie, c'est lorsque les Nations Unies auront tenu des élections initiales pour un gouvernement mondial unifié. Et ce ne sera pas une toute-puissante autorité centralisée mais plutôt une décision politique générale, mondiale et une organisation d'exécution pour des sujets qui touchent le monde en général. Des thèmes comme la pollution, le réchauffement climatique, des querelles de frontières, le voyage spatial, le terrorisme, le commerce, la mise à niveau de la technologie OLIN et la technologie générale de transfert de programmes. Anne, alors qu'arrivera-t-il à la souveraineté nationale dans ce nouveau rôle des Nations Unies? Dr Anderson, je souhaite répondre à votre question dans la forme d'une réponse spéculative, mais je suis aussi conscient que vous m'avez demandé au début de cette interview de vous rappeler si vous sortiez du sujet. Que voudriez-vous? Anne, non, vous avez absolument raison. Désolé.
Retournons à nos artefacts. Quel était l'état du site quand vous êtes entré pour la première fois? Ou mieux encore, pourquoi n'avez-vous pas décrit votre première entrée à l'intérieur du site? Dr Anderson, j'étais l'un des 5 de la CIO qui avait fait le voyage à New Mexico pour explorer le site après qu'il ait été soupçonné d'avoir des implications potentielles avec les E. Aucun de nous à ce moment ne savait que cela nous conduirait à conclure que le site ancien Arrow deviendrait une découverte d'une telle importance. La seule indication réelle que nous avions était un objet façonné qui avait été trouvé près de là, qui s'avéra être plus tard comme le portail d'entrée à la capsule du temps. C'était cet artefact qui a amené le projet sous le contrôle de la CIO parce que l'objet était considéré par la NSA comme ayant des origines Z. Anne, qu'est-ce qui a spécifiquement conduit la NSA à conclure que l'objet était étranger? Dr Anderson, comme tous les autres artefacts, il ne montrait aucune réponse aux analyses à la datation carbone et il avait de singulières marques ou symboles qui semblaient venir d'un autre monde. C'était un pur composite de titanium-beryllium, lequel, comme vous savez peut-être, est extrêmement rare. Aussi, et c'est peut-être le plus important, il n'y avait aucune manière évidente d'activer l'objet pour accéder à ses contrôles intérieurs. Son intérieur était imperméable aux analyses spectrales variées, même les simples rayons X étaient incapables de pénétrer l'objet. En fait, cet objet a été essentiellement remis à la CIO, lequel estimait qu'il était d'origine et a procédé alors à des investigations dans la région où il a été trouvé. Nous l'avions déjà fait sans résultat, mais lors de la visite suivante nous avons été capables d'utiliser l'objet parce qu'un de nos scientifiques, tout à fait par accident, comprit la manière d'activer l'objet. Nous voulions voir quelles conséquences cela aurait si nous l'activions dans la zone où il avait été trouvé. Anne, est-ce l'artefact dont vous m'avez montré les photos? Dr Anderson, oui. Anne, pourquoi pensiez-vous qu'il était important de l'activer à l'endroit où il a été trouvé? Dr Anderson, parce que c'était à notre avis une forme de compas ou de phare. Nous n'étions pas sûrs, mais nous ne pouvions déterminer aucun but fonctionnel en laboratoire, alors il semblait comme expérience logique de voir comment l'appareil fonctionnait dans la zone de découverte. C'était la première fois que j'étais invité à aller sur le site. Revenons à mon récit, cette équipe d'exploration de la CIO réfléchissait comment utiliser l'appareil pour localiser l'accès à l'intérieur de la falaise du canyon où la capsule du temps était cachée. L'appareil, une fois activé, semblait transmettre des ondes de pensée ou des images mentales là où il désirait que la personne se rende. Le chef de notre équipe était le seul à tenir l'appareil quand il a été activé en premier lieu en dehors du site, et il a immédiatement commencé à voir des images qui le conduisaient dans une structure caverneuse située 20 à 30 mètres à l'intérieur d'une des fentes de la falaise d'un canyon. Anne, cela semble quelque peu étrange que vous ayez trouvé l'intérieur du site en utilisant cet objet que vous avez mentionné plus haut. Je veux dire, ne semble-t-il pas trop facile de trouver cette chose juste à l'extérieur de l'entrée et alors de se laisser guider à l'intérieur? N'y avait-il pas déjà une entrée, ou alors avez-vous dû vous frayer votre chemin à la dynamite pour accéder à l'intérieur? Dr Anderson, le chemin guidant à l'intérieur a été intelligemment caché derrière une caverne naturelle, laquelle dans sa partie droite était bien cachée par des broussailles. Cette caverne était profonde d'environ 25 mètres et conduisait à l'intérieur de la falaise du canyon. Nous présumions que c'était une demeure indienne ou quelque chose de ce genre qui avait été abandonnée il y a longtemps. Vers le fond de la caverne il y avait une petite chambre qui se dessinait sur le côté, et à l'arrière de cette chambre il y avait un énorme rocher plat sur le sol. De peut-être 2,50 mètres de côté et de 20 cm d'épaisseur. L'appareil, ou l'artefact,
qui avait été trouvé plus tôt émettait des images mentales à notre chef d'équipe et l'avait convaincu et conduit vers ce rocher plat. Nous avons essayé d'enlever le rocher, mais c'était clair qu'il était trop lourd pour nous 5, même pour le bouger. C'est le jour suivant, en fin de compte, que nous sommes retournés sur le site avec des pics, des bêches, des masses et avons commencé la tâche pénible de casser le rocher. Anne, alors vous étiez persuadée qu'il y avait quelque chose sous le rocher. Dr Anderson, nous pensions qu'il y avait une raison pour que l'appareil ait envoyé à notre chef une image si claire de ce rocher plat dans le fin fond de cette caverne. Il semblait logique que l'appareil, si c'était un genre de balise, pouvait nous conduire vers quelque chose auquel il était conçu pour nous aider à trouver. Après environ 2 heures passées à démolir le rocher, nous l'avons finalement cassé en morceaux suffisamment petits pour nous apercevoir qu'il y avait en effet un tunnel en dessous. Le tunnel avait la forme d'un J et avait environ 1 mètre de diamètre. Chacun notre tour, nous nous sommes glissés dans le tunnel pour nous retrouver alors debout à l'entrée de l'escalier en spirale. Anne, alors tous les 5 vous étiez dedans. Explorant avec vos torches et les alentours de cet escalier en spirale, que vous est-il venu à l'esprit en cet instant? Dr Anderson, nous étions tous très excités et pleins d'appréhension aussi. Nous pensions que nous pouvions trouver un site et étions à demi conscients que cela aurait pu être un site habité. Ce qui nous mettait tous sur nos gardes. L'appareil commençait à émettre un son avec une fréquence qui continuait à augmenter en fonction de notre progression dans le tunnel et qui devint muet quand nous sommes arrivés devant la première chambre, comme si sa mission avait été accomplie. Anne, et cette chose entière était creusée dans le roc. Dr Anderson, c'était l'œuvre complète de la main de l'homme. Ou d'une main étrangère. Et nous le savions dès la sortie du tunnel de transition. C'était comme naître dans un monde totalement nouveau. C'était absolument silencieux, l'air était frais, sans être inconfortablement froid. Il n'y avait aucun signe de vie, et il semblait que tout prenait un sens nouveau. Un but intelligent qui ne pouvait pas attendre d'être décodé. Ce qui était le plus remarquable, c'était l'incroyable sensation de marcher dans un monde surréel, un monde qui avait été créé par quelque chose de complètement étranger. Nous supposions que c'était une construction étrangère dès l'instant de notre sortie du tunnel en J. Anne, mais comment avez-vous su immédiatement que c'était une construction artificielle, et pas un ensemble de grottes ou de caves naturelles? Dr Anderson, le début de l'escalier en spirale était orné par des pétroglyphes gravés dans la pierre avec une précision que nous n'avions jamais vue auparavant. De plus, le tunnel entier était bien trop lisse, presque poli, pour être une construction naturelle. Il y avait une notion d'architecture. Un sens que quelqu'un avait dessiné avec une intention et une attention extrême. De façon surprenante, il n'y avait rien sur le sol. Pas même un caillou ou un grain de sable. Chaque surface était complètement propre, lisse et polie. Il y avait de la poussière, mais juste de la poussière. Et quelque chose comme un enduit polymère qui avait été appliqué sur chaque centimètre carré de la structure, y compris les plafonds. Quand nous sommes arrivés vers la première chambre, qui était seulement à environ 30 mètres de l'entrée, je me souviens clairement avoir éprouvé une sensation de respect ou quelque chose d'approchant une expérience religieuse. Après que nos torches aient illuminé la peinture de la première chambre, personne ne parlait, et cela pendant un bon moment. Toutes les torches convergeaient vers cette peinture, et nous sommes restés tous les yeux écarquillés dans un silence tombal incroyable pendant environ 40 secondes. J'avais été le premier à retrouver ma voix, et je pouvais proclamer définitivement que ce n'était pas l'œuvre des Indiens Navajo ou d'une quelconque autre tribu indienne. Anne, avez-vous trouvé toutes les chambres le même jour?
Dr Anderson, oui, nous sommes allés de chambre en chambre, à chaque fois en sentant que nous déambulions dans le musée d'une race étrangère. Il faut comprendre que nos torches n'étaient pas de très bonne qualité parce que nous n'en avions pas senti l'utilité. Je me rappelle vivement ma première vision de chaque chambre, les yeux ébahis. Hypnotisé par l'incroyable anachronisme de l'endroit. Jamais je n'avais été dans un environnement si surréel. C'était à la fois effrayant et enchanteur. Anne, quelle taille avaient les chambres et les peintures? Dr Anderson, les chambres en elles-mêmes étaient relativement petites. Environ 4 mètres de diamètre avec d'assez hauts plafonds, dans certains cas 6 mètres de haut. Anne, à en juger d'après les photos que j'ai vues des peintures, elles ont l'air elles aussi très grandes. Dr Anderson, oui, elles sont grandes et sont toujours face à l'entrée de la chambre. Si vous restez simplement devant l'entrée d'une chambre, vous ne pouvez pas voir la peinture entière, elle est trop grande. Il faut entrer dans la chambre afin de voir la composition entière. Anne, pour le groupe du labyrinthe, quelle est la valeur artistique de ces peintures? Dr Anderson, personne à l'intérieur du groupe du labyrinthe ne revendique être un critique d'art, je peux vous en assurer. Je pense que c'est plus juste de dire que ceux qui ont vu les peintures de ces chambres dans leur environnement original, les chambres elles-mêmes, ont trouvé la valeur artistique très convaincante voire très captivante. Je crois que ceux qui avaient vu uniquement les photos pensaient que cela se rapprochait moins de l'art que d'une illustration de livre d'enfant. Anne, ce n'est pas pour changer de sujet, mais je continue à me demander comment vous est venue l'idée de me choisir. Je veux dire, je sais que vous avez dit que c'était complètement l'œuvre du hasard, mais pourquoi avez-vous choisi une journaliste inconnue pour partager cette histoire? Pourquoi pas un scientifique ou quelqu'un qui pouvait au moins vous demander des questions plus sophistiquées? Je dois confesser que je me sens complètement incompétente pour vous interviewer, en particulier parce que je ne sais même pas quelles questions je devrais vous poser. Dr Anderson, vous faites du bon travail. Vraiment très bon. Vous ne devriez pas vous inquiéter au sujet des questions. Elles sont pleines de sagacité. Et la plupart des gens qui liront ces informations seront plus intéressés par les choses que vous demandez et où la science est impliquée que par un baratin scientifique. Anne, peut-être, mais j'ai cette sensation d'incapacité, et si je pouvais vous poser des questions plus scientifiques alors vous pourriez plus facilement prouver votre histoire ou votre crédibilité. Je pense que je vous handicape d'une certaine façon. Dr Anderson, qu'est-ce que vous sentez exactement être incapable de me demander? Anne, tout ce qui est relatif au voyage dans le temps et à la BST, je présume. La nuit dernière vous parliez de choses qui, après que je les ai relues, m'ont donné la sensation que j'aurais dû approfondir plus complètement ces sujets. Dr Anderson, par exemple. Anne, c'est le problème, je ne sais pas. Dr Anderson, Anne, la raison pour laquelle je vous ai sélectionné est simple. J'avais besoin de trouver quelqu'un qui savait comment accéder au courant principal des médias, et qui n'avait pas encore de notoriété. Si j'avais choisi un journaliste scientifique d'un journal réputé, j'aurais dû répondre à plus de questions scientifiques et moins à des questions au sujet de la culture, l'art, les implications sociales du projet Ancien Arrow. Dans ma sélection aléatoire, je savais que vous n'aviez pas d'image à protéger, que vous saviez comment accéder aux médias, et que vous pouviez poser des questions qui ne révéleraient pas votre identité. C'est pourquoi nous parlons en cet instant. Avec évidemment le fait que vous ne croyez pas que je sois fou. Anne, je ne vous ai jamais demandé cela avant, mais je suis curieuse, étais-je la première journaliste avec qui vous avez parlé, ou est-ce que quelqu'un vous a envoyé promener avant que vous ne me trouviez?
Dr Anderson, non, vous êtes la première et unique personne en dehors du groupe du labyrinthe avec qui j'ai parlé de cette histoire. Anne, je voudrais changer de sujet et que vous me parliez de la personnalité de 15. C'est ok? Dr Anderson, oui, c'est bon. Anne, comment est-il comme chef? Dr Anderson, il est extrêmement focalisé, et demande à tous dans son travail de faire de même. Il est un drogué du travail, dort environ 4 heures par nuit et travaille le reste du temps sur la BST. S'il y a des recherches ou des développements de nouvelles technologies qui n'ont pas un impact spécifique et stratégique sur la BST, il ne s'y intéresse pas. Il ne posera même pas de questions à propos des projets de ce type, et généralement à l'intérieur de la CIO il y a toujours 3 ou 4 projets qui ne sont pas relatifs à la BST. À l'intérieur du groupe du labyrinthe, tous les projets sont relatifs à la BST. Anne, de quoi a-t-il l'air? Dr Anderson, il est de taille moyenne et a des cheveux gris assez longs tombant sur les épaules, lesquels sont habituellement coiffés en queue de cheval. Il me fait toujours penser à Pablo Picasso avec ses cheveux longs. Il a le même regard pénétrant. Il est originaire d'Espagne, alors c'est une coïncidence s'il ressemble à Pablo Picasso. Son trait le plus caractéristique est ses yeux, ils sont espiègles comme quand vous supposez qu'un gamin a fait une bêtise, c'est juste que personne ne comprend cette merveilleuse partie qui se cache derrière ses yeux. Anne, peut-être que je vous l'ai déjà demandé, mais quel âge a-t-il? Dr Anderson, il a environ 60 ans je pense, ou au moins il a l'air d'avoir cet âge. Je sais que lorsqu'il était étudiant, il faisait vieux pour son âge. Je pense qu'il a commencé à avoir les cheveux gris dans la trentaine, et c'est probablement pourquoi on le prenait plus pour un prof que pour un étudiant. Anne, vous disiez plutôt qu'il avait été renvoyé de l'école. Pourquoi? Dr Anderson, souvenez-vous, même à l'âge où la plupart des adolescents sont intéressés à flirter et à aller en boom, il était à travailler sur la BST. Ou au moins sur l'idée du voyage dans le temps. Il est un de ces visionnaires qui viennent au monde physique et qui connaissent très jeunes ce pourquoi ils sont venus. 15 était né pour le voyage dans le temps. Un point c'est tout. Il n'y a que cela qui l'intéresse. Dans les années 50, la recherche sur la BST était considérée comme une perte de temps, sans jeu de mots évidemment. C'était simplement trop théorique et isolé de toute pratique. Je suppose que 15 a fourvoyé ses professeurs parce qu'il était tellement brillant comme étudiant qu'il les intimidait pour la majorité. Il est aussi très têtu, et quand ses professeurs lui disaient de changer de sujet de recherche pour quelque chose de plus concret, 15 leur a apparemment dit qu'il était petit d'esprit. Ou quelque chose dans ce style. Plus tard dans le semestre, il était énergiquement expulsé comme cela m'a été raconté. Pourtant, les laboratoires Bell l'ont embauché pour un court temps pour sa recherche sur les quanta et sur la manière dont la conscience pourrait les influencer, ce qui intéressait beaucoup le laboratoire. Anne, pardonnez-moi, mais qu'est-ce que les quanta? Dr Anderson, ce sont des éléments comme les neutrons ou les électrons. Les quanta sont des blocs fondamentaux qui constituent la matière, et ils peuvent apparaître à la fois sous forme d'ondes ou de particules. Anne, ok, alors 15 essayait de prouver que les quanta sont influencés par la conscience. Pourquoi était-ce si dangereux pour la recherche universitaire? Dr Anderson, cette recherche n'était pas si fondamentale, c'était seulement une petite part dans la recherche totale de la construction de la BST en utilisant la physique nouvelle, qui s'était introduite rapidement dans la communauté de la physique quantique. 15 a toujours maintenu que la théorie générale de la relativité d'Einstein était défectueuse. Laquelle n'est pas une position populaire à prendre.
De la même façon que la théorie de la mécanique universelle de Newton est devenue trop rétrécie et incapable d'expliquer tant de phénomènes de forte complexité et théoriquement confus que nous voyons aujourd'hui, 15 sentait que la théorie d'Einstein sous-estimait l'influence de la conscience sur les quanta. Dans les années entre 50 et 60, c'était une hérésie, particulièrement parce que c'était impossible de le prouver par un modèle mathématique ou une formule. Alors 15 a continué à développer sa théorie en secret. Il a été remarqué par la CIO lorsqu'il a été impliqué dans un projet ayant un rapport avec un système d'apprentissage heuristique basé sur une technologie que la CIO avait eu des grilles. Le directeur de projet de la CIO a remarqué son intelligence et sa créativité et a commencé à entretenir une relation sympathique avec le jeune homme. Plusieurs mois plus tard, 15 était recruté pour rejoindre la CIO et a essentiellement mis son identité de côté et s'est très vite élevé au poste de directeur de recherche. Il a été plus tard soumis à la technologie d'accélération d'intelligence du Cortéum. Anne, comment exactement cette technologie du Cortéum accélère ou développe l'intelligence? Dr Anderson, peu de personnes réalisent que leur esprit conscient utilise seulement 15 bits d'information par seconde de temps linéaire. Pourtant dans le temps vertical l'esprit inconscient effectue approximativement 70-80 millions de bits d'information. Ainsi, avec une conscience normale les humains ne sont conscients que d'une quantité infinitésimale d'informations qui les maintiennent constamment à un niveau inconscient. La technologie du Cortéum est destinée à réduire les aspects filtrants de l'esprit conscient et permet au paquet d'informations des plus hautes fréquences de nourrir cet esprit conscient. En parallèle avec cet effort, les circuits du cerveau, pour faire une image, sont recablés pour supporter les plus hauts voltiges de l'information qui nourrissent la conscience, autorisant des capacités comme la mémoire photographique et la pensée abstraite à coexister. Ces capacités deviennent un filtre, une matrice qui tire d'un grenier inconscient l'information la plus appropriée à n'importe quel instant de la tâche en cours. Anne, si j'étais un scientifique comportemental, j'aimerais vous poser des milliers de questions tout de suite. Mais je suis perdu dans ce que vous dites. Je veux dire combien de bits d'information pouvez-vous utiliser maintenant? Dr Anderson, ce n'est pas vraiment une simple question de quantité d'information effectuée, mais plutôt d'une pertinence de l'information dans le temps linéaire basée sur l'intention de l'individu. Quand quelqu'un passe par la technologie du Cortéum, leurs capacités à se mettre en accord dans les paquets d'informations sont appropriées à une situation ou à un problème donné et sont immensément améliorées. Pour résoudre une situation donnée, la plupart des gens la confrontant à leur esprit conscient et trouvent la solution dans leur expérience passée. Ainsi, les gens restent dans l'ornière et modélisent leur comportement, tout cela fermant la porte aux paquets d'informations inconscients qui se fondent dans l'analyse de la situation en temps réel et ont une pertinence extrêmement plus haute. Cette technologie accélère le processus d'évolution des pensées et active la circulation d'informations entre les aspects conscients et inconscients de l'esprit qui s'écoulent dans un modèle en forme de spirale ascendante plus que dans un cercle répétitif. Et c'est à cause de la qualité de la technologie des Cortéum que se libère l'intelligence innée de l'individu. Alors vous voyez, la technologie des Cortéum n'augmente pas l'intelligence brute, mais facilite l'intelligence naturelle de la personne. Anne, c'est très sympathique. J'aimerais tester cette technologie de l'accélérateur des Cortéum comme ça je pourrais vraiment vous poser des questions pertinentes. Bon allez. Faisons une pause. 10 minutes de pause.